La frugalité du Drosera, un roman feuilleton 2.0, collaboratif et un peu perché, d'Hélène du Guézou. Dernier épisode, le 22e. Les femmes ne sont-elles pas des humains quintessentiels? Au début, je n'ai aucune idée de l'endroit où je me trouve. Puis j'entends biper sur ma droite, mais je ne bouge pas, j'écoute simplement les bips, à la fois stridents et réguliers et légers. Et puis je sens que mon organisme tente de se remettre en ordre de marche et se concentre sur une priorité absolue: boire. Ma deuxième perception après la pulsation des bips est ainsi cette soif intense qui ensable ma gorge. Je tente d'appeler, mais ma langue en carton reste collée à mon palais minéral. J'entends une porte chuintée, des pas se presser, des gestes et des mots, des étoffes et des cliquetis, et de nouveau un ailleurs m'engloutit. C'est dans un monde volubile et éblouissant que je rouvre les yeux, au bout d'un temps diffus, moi qui aspire tant au silence et à la nuit. J'entr'ouvre à peine les yeux, et entre mes cils m'assaille une lumière crue qui filtre par des stores vénitiens comme des lames de métal. Je cligne des paupières. J'aurais bien levé la main pour me protéger les yeux, mais l'idée même d'exécuter ce geste m'épuise. Ai-je manqué au monde? Si oui, la réciproque n'est pas vraie. C'est la voix de Viviane, l'urgentiste, qui me parvient, effilochant le silence ouaté. Lily, vous êtes la toute première patiente dont j'ai déclaré la mort, puis le retour d'entre les morts, à quelques minutes d'intervalle. C'est une aventure exceptionnelle. On a vraiment pensé vous avoir perdu. Après un arrêt cardio-respiratoire, j'ai prononcé votre décès dimanche à minuit. Et puis, la minute d'après, vous avez changé d'avis, fait demi-tour et vous êtes revenu parmi nous. Vous êtes donc morte dimanche et ressuscitée lundi. C'est pas banal. Vous êtes l'attraction du service et de l'hôpital. Et de fait, c'est un balai continu que tentent d'endiguer les soignants. On vient visiter la miraculée sans doute pour vérifier, à mi-chemin entre psyché mystique et croyances profanes, que le prodige a bien eu lieu. On sonde mon expérience de l'au-delà, on espère se contaminer au contact de mon aura d'immortel et grappiller un peu de mon invulnérabilité. Les yeux mi-clos, les lèvres desséchées, la langue pâteuse, le corps entravé, je ne comprends rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On pense que vous avez fait une crise d'angoisse assez sévère chez vous. Je suis bien placé pour savoir que votre semaine a été, on va dire, un peu compliquée. Bref, vous vous êtes sérieusement blessé à la tête en perdant connaissance dans votre bureau, commotion cérébrale. Vos proches ont fait ce qu'il fallait, vous leur devez la vie. Les pièces du puzzle ne s'emboîtent pas très bien. Certes, je me souviens parfaitement de ma semaine épouvantable et de mon week-end éreintant, mais à l'évidence, il me manque des éléments. Ça viendra, je suis épuisée. Alors comme ça, j'étais morte? Viviane s'enthousiasme et s'étonne que je ne partage pas cette exaltation. Oui, s'embrase-t-elle, affichant sur son visage un sourire en tranche de papaye. La capacité du cœur à repartir de lui-même sans intervention est extrêmement rare. Dans des conditions très spécifiques, une activité électrique cardiaque anormale peut reprendre spontanément. Ces cas sont absolument exceptionnels. Vous êtes exceptionnel.
Médecins et soignants, famille et amis m'abreuvent de mots qui tourbillonnent dans la pièce saturée de lumière, d'odeurs et de mouvements. Commun, mort, résurrection, miracle. Je veux juste rentrer chez moi. T'es un peu une zombie alors, me dit très sérieusement Arthur, mon petit-fils, avec l'air de soupeser à quel point cet élément peut alimenter sa popularité au collège et quel parti il peut en tirer. Dans le regard de mes enfants et de mes petits-enfants, me voilà propulsé à mon corps défendant dans l'univers de Call of Duty, Resident Evil and The Last of Us. Youpi. Après ma famille, Jules, mon mari, Jeanne, ma fille et son fils Arthur, mes amis Margot et Jean-Eudes sont parmi les premiers à me rendre visite, les bras chargés de livres pour forcer le temps à rétrécir. Tu as eu une chance inouïe. Comment tu te sens? Je pense alors que ma tête et mon corps sont douloureux, mais par-dessus tout, je me sens inutile, différente. Comme quelqu'un qui rentre chez lui en voiture en chantant à tue-tête la chanson qui passe à la radio, lorsqu'un semi-remorque le percute de plein fouet sur le côté, en voyant sa voiture valser tandis que le monde tournoie. Flash de couleurs, ciel, sol, ciel, et puis l'impact, l'instant critique. Et durant cet instant, alors que le monde a complètement disparu, alors que tout ce qui comptait quelques secondes plus tôt n'a soudain plus aucune importance, la radio est encore en train de jouer la même chanson. Et j'ai l'impression d'être cette chanson. Mais je réponds, ça va. Il y a un silence que je finis par rompre. Et Mathilde, des nouvelles? Elle est hospitalisée, me répond Jean-Eudes, laconique. Vous êtes toujours au diapason toutes les deux. De vraies jumelles homozygotes. J'ouvre des yeux ronds. Quoi? Hospitalisée? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Sans elle, tu ne serais plus des nôtres. C'est elle qui a appelé le 15. Elle a alerté ta famille, t'a accompagné ici et t'a veillé pendant des heures. Et puis, elle aussi, elle a fait un malaise ici sur ce fauteuil. Depuis, elle est hospitalisée. Mais elle sort aujourd'hui, répond Margot. Et personne ne m'a rien dit? Margot lève les yeux au ciel. Jean-Eudes fait la moue. Tout le monde a dû penser qu'il n'était pas forcément nécessaire d'en rajouter une couche de stress. Si elle sort, c'est qu'elle va bien, assène Jean-Eudes, avec un petit sourire terne. Allez, repose-toi et lis. Tu as une prescription de poésie et une contre-indication en ce qui concerne les polars. En dépit de cet amour total pour la lecture qui me dévore depuis l'enfance, c'est plutôt vers mon PC que je me tourne alors que mes amis referment la porte tout doucement, comme s'ils quittaient une chambre funéraire. Je déplie l'écran et je poursuis le roman que j'ai commencé il y a quelques jours. La frugalité du Drosera doit être nourrie des derniers rebondissements qui ont bouleversé nos vies, et doit être achevée. De plus, plongé dans l'écriture, j'échappe au temps qui passe, et chacun sait qu'à l'hôpital le temps est singulièrement ralenti. Je sors avant la fin de la semaine. Écrire m'empêche de trépigner. J'émerge, nauséeuse et encore plus affaiblie. Je suis dans une chambre d'hôpital, tout me revient en mémoire. L'agitation de l'hélique, son malaise, les gyrophares, l'attente interminable, et puis l'annonce du décès, et celle de la résurrection, et enfin la barbarie du box de Réa, les tubulures et les capteurs, les bips et les écrans, l'attente, encore, toujours, infini, l'angoisse, la fatigue, le trou noir. On me dit que l'hélique s'est réveillée avant moi, qu'elle va bien, qu'elle rentre bientôt. Son mari, sa famille, ses amis se relaient à son chevet. Moi, pour le moment, je n'ai pas l'énergie. Il n'y a pas de miracle pour tout le monde. Mais je suis sortie de ce mouroir avant elle. Contre avis médical, bien entendu. Il me reste peu de temps. Autant le passer ailleurs. L'essentiel de ce que j'avais à régler l'a été.
Ça m'a demandé beaucoup d'énergie, mais ça a généré une intense satisfaction. Comme les ligues, je suis une jeune femme qui est devenue vieille. C'est arrivé d'un coup. Depuis, je masque mes cheveux blonds, je lisse mes rides de crème, je corsette mes seins affaissés, mais j'ai pris conscience, lorsque les diagnostics sont tombés, que je suis au commencement des choses. Les diagnostics, oui, je suis vieille et je suis malade. La double peine. Parfois, insurrection, c'est résurrection, écrit Victor Hugo dans 93. Ma résurrection à moi, elle a déjà commencé alors que je ne suis pas tout à fait morte. Et pour mener à bien mon insurrection, j'ai saisi le kairos. Quand je pousse tout doucement la porte de la chambre de la miraculée de l'hôpital de Morlaix, elle est plongée tout entière dans sa tâche d'écriture, si bien qu'elle ne m'entend pas entrer, ni ne me remarque m'installer dans le fauteuil qui fait face à son lit. Elle a bien meilleure mine, fiévreuse, les yeux brillants, les cheveux entortillés à l'arrière de son crâne et prisonniers d'une pince de métal. Ses pommettes sont rosées, presque rouges de l'excitation de l'écriture. Cette jouissance d'écrire, c'est presque indécent. Ses doigts fiévreux dansent sur le clavier qui chuinte et cliquette. Elle souffle d'agacement sur une mèche grise et bouclée, échappée au lourd chignon, et qui chatouille son nez et ses lèvres. Elle soupire, capture l'indocile et la coince du majeur derrière l'oreille et la branche de ses lunettes. C'est alors que sa bulle éclate, qu'elle redescend sur terre et me voit. Tout son être s'illumine. Te voilà, tu ne vas pas y croire. Je vais bientôt mettre un point final à la frugalité du Drosera. Je l'aurai écrite en quelques jours. Elle égrène un petit rire de ravissement devant ce prodige. On m'a dit que je te dois la vie. Mille merci, mon ami de toujours. Mais toi, dis-moi, Mathilde, comment vas-tu? Je lui raconte ce qu'au fond elle souhaite entendre. Mon cœur a parfois dératé, tout est rentré dans l'ordre, je dois me ménager, fin de l'histoire. Et ce n'est pas si loin de la vérité, somme toute, car pour qu'un mensonge, fût-il pieux, tienne debout, il lui faut un socle de vérité. Et la voilà rassurée, ma miraculée. La vérité est un tout petit peu plus complexe, mais Lélig est depuis toujours sourde et aveugle parce qu'elle ne veut ni voir ni entendre. C'est une façon très efficace de se préserver et de ne pas ressentir les blessures infligées par le monde. Moi, je ne veux pas me couper du malheur, c'est pourquoi je meurs, lentement, du syndrome du cœur brisé. Mais toi, raconte-moi ton voyage singulier. C'est comment la mort? Et doit-on accorder du crédit à l'évangile de Jean? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Elle me dévisage, retire ses lunettes, laisse son regard devenir flou et murmure, troublé. Tu vois, bien sûr, tout le monde me pose cette question. C'est bien normal. Et je réponds d'une boutade, mais cette expérience m'habite et va durablement me hanter. Ça n'a pas duré longtemps, m'ont dit les soignants, quelques minutes tout au plus, mais pour autant, le temps avait comme disparu. Il était à la fois ralenti, accéléré et aboli. Le présent, le passé, le futur, juxtaposés mais pour autant distincts. Je remarque avec douceur, c'est un peu le moment palimpseste d'Ernaud. Oui, oui, tout à fait, me répond-elle, une belle lueur de complicité partagée dans ses brunelles ambrées. Comme une texture
complexe de souvenirs et de sensations superposées dans un grand cahier de brouillon. Et tout cela, le temps d'un battement de cils. C'est très très difficile à formuler, mais vois-tu, Mathilde, je sais très exactement ce qui s'est passé la semaine dernière. Et pourquoi? Nos regards se croisent avec une nouvelle intensité. Je vois dans ses pupilles osciller lassitude, effroi et compassion. Que croit-elle savoir? Je soutiens son regard, lui souris tristement, puis je m'évade par la fenêtre dont l'entrebâillement est entravé par le dispositif anti-suicide. Mes yeux survolent les toits de Morlaix, qui plongent abruptement sur la rivière et le port. J'allège la tension d'une boutade. Alors, tu es désormais omnisciente et indestructible, Élique, et tu as plus de vie que ton chat antimoine. Il me tarde de lire La frugalité du Drosera. Qu'a-t-elle compris de cette étrange semaine et comment l'a-t-elle rendue? Je laisse la démiurge à la finalisation de ces univers de papier, l'assure que je reviendrai la voir et m'apprête à rentrer dans ma maison vide. L'élig retrouvera bientôt sa maison emplie de petits-enfants, d'enfants, de maris et d'amis. Ne vous méprenez pas, il n'y a de ma part aucune jalousie, aucun regret. C'est comme ça, c'est tout. Nous avons grandi et évolué en regard l'une de l'autre, sans jamais nous perdre de vue. Et je peux affirmer que la cécité et la surdité sélective de l'Élig ont été pour moi des îlots, à l'abri desquels je me suis toujours réfugié. Oh, bien sûr, me direz-vous, il y a toujours quelque part quelqu'un depuis violemment frappé par le malheur, mais je crois pouvoir dire que j'ai été largement servi quand l'Élig a été chichement exposée. Personne ne m'a protégé. De l'autre côté du miroir, je voyais l'Élig grandir dans une famille aimante et unie, plonger librement dans les études, embrasser une jolie carrière, épouser un homme formidable, élever des enfants magnifiques, écrire des romans populaires, séduire un large lectorat, défendre âprement les cabossés de la vie. Sauf moi, dont elle ne voyait pas les blessures. Existe-t-il une prédisposition génétique au malheur, gravée dans un ADN maudit? Je n'ai pas d'enfant, j'emporterai cette malédiction dans ma tombe, et c'est une très bonne chose. Sans jamais rien comprendre du schéma que je reproduisais les yeux fermés, j'ai mis mes pas dans ceux de ma mère. Elle était tombée sous les coups de mon père, dans le silence du huis clos, familial et social, complice et étouffant. Deux viols, des attouchements et des propos graveleux ont précédé mon mariage avec un universitaire charmeur, mon directeur de thèse, sous la coupe duquel j'ai ployé l'échine et ouvert les cuisses en silence. La chambre conjugale était le lieu de cette domination masculine, et l'expression le devoir conjugal suffit aujourd'hui à faire froid dans le dos. À l'ombre du grand homme, brillant et enjôleur, j'ai donné le change si longtemps devant mes étudiants, mes confrères et mes amis. Et puis un jour, je suis parti. Il y a toujours quelque chose de suspect dans le trajet d'une femme, le parfum d'une fuite, d'un abandon, et désormais la sensation pesante d'une disponibilité sexuelle qui convoque le danger, suscite la concupiscence. Suspecte la flânerie en plein jour, et je ne parle même pas de la nuit. Et puis, la vie, malgré tout. J'étais moi-même une intellectuelle, enseignante, chercheuse et romancière. Lélig n'a vraiment pas compris que je quitte le grand homme. Pas toujours facile à vivre peut-être, mais si charmant et tellement brillant qu'il m'aurait été honteux de lui dire les coups, les humiliations, les viols, quand dans sa vie tout était si lisse. C'était d'ailleurs tellement déconcertant de l'avoir donné son temps, son énergie,
et toute son empathie à la cause des femmes victimes de violences. Elle avait par exemple pris à bras-le-corps le combat de Naïg, qu'elle avait aidé à quitter son mari violent, comme si, protégée par un vertueux bouclier invisible, ça ne pouvait pas nous arriver. Comme si les violences faites aux femmes ne touchaient que les classes ouvrières, quand elles infusaient en réalité partout et depuis toujours. Je me disais qu'au fond, le luxe des hommes, c'est de n'avoir pas ce corps encombrant du désir qui l'excite, à cacher au regard des autres. Je l'avais mesuré toute ma vie, mais il est vrai qu'à l'orée de mon hiver féminin, je pensais qu'enfin, cette charge ne pesait plus sur mes épaules. Je me croyais à tort libérée de ce fardeau. La création du crapaud m'a fait rencontrer Étienne qui ne réussissait pas à masquer l'aménité vénéneuse et larvée qu'il éprouvait vis-à-vis des quelques femmes du collectif. Il suffisait de l'ignorer, avait asséné avec légèreté Lélig, qui ne l'appréciait pas non plus. Les premiers salons nous démontrèrent que ce n'était pas suffisant. Comme un N+1 toxique au sein d'une entreprise, Étienne louvoyait en eau trouble, et de remarques blessantes en considérations ironiques, dévalorisait à fleur et moucheté les profils littéraires, les lectorats, les initiatives des autrices, encensait soigneusement ses alter-ego masculins et transformait insidieusement le collectif en outil au service du développement de ses propres affaires. Mais on se voyait peu finalement, et la très insidieuse dégradation de l'ambiance semblait donc incolore et indolore. Jusqu'au salon de Plouescat d'août 2021. La journée brûlante s'était déroulée à l'abri de la touffeur estivale, dans une salle polyvalente et sous les meilleurs auspices. Nous avions fait les plus belles des rencontres, avec des visiteurs détendus et bronzés, curieux et enthousiastes. Avec la fin du jour, le salon avait fermé ses portes dans une certaine euphorie. Les ligues, Jean-Eudes et Margot étaient partis très vite pour honorer des obligations familiales. Mais les autres membres du collectif avaient poursuivi le rangement des tables et des chaises, et nous nous étions accordés un verre de l'amitié pour célébrer cette réussite totale. Les verres de cidre et de jus de pomme s'étaient raisonnablement enchaînés, et l'on riait gentiment d'histoires sans intérêt, comme nos difficultés à trouver la salle, puis à se garer, nos dédicaces ratées, les personnalités pas reconnues et durablement froissées. De ses petits yeux mobiles, Étienne me fixait souvent et j'en étais mal à l'aise. Il s'était approché pour nous proposer un autre verre, ce que j'avais accepté par politesse et parce qu'il faisait soif. Très vite, après avoir trempé mes lèvres dans le gobelet de jus de pomme, le monde avait vacillé. Il m'avait semblé perdre pied. Je me souviens qu'Étienne m'avait obligeamment accompagnée, vacillante, à l'extérieur. J'avais besoin de prendre l'air. La suite s'est engloutie dans un brouillard nauséeux, déchiré d'images fugaces. J'avais repris pied, le cœur au bord des lèvres, la culotte tire-bouchonnée, sur les hanches, le soutien-gorge dégrafé. Sans un mot, Geneviève m'avait ramené chez moi et mise au lit. J'ai sombré jusqu'au petit jour. Le lendemain, je me suis rendu compte que mes vêtements avaient été confiés au programme rapide de mon lave-linge. J'ai porté plainte à la gendarmerie, mais aucun des auteurs présents n'a confirmé mes dires. Geneviève, Édouard, Ludo, Guillaume, Joël, Yvon, Bertrand. Ils se sont tous placés sous la bannière d'Étienne. Après la journée caniculaire, j'avais donc un peu trop bu, perdu conscience et la raison. Pas de preuves matérielles ni donc de témoins. Affaire classée.
Je n'ai jamais rien dit à Lélig, ni d'ailleurs à Margot, ni à Jean-Eudes. Une chape de silence a été coulée sur l'événement. La vie a repris son cours. J'ai rangé dans ma conscience meurtrie ce nouveau viol. La rentrée universitaire a occupé toute mon énergie, ainsi que l'écriture de dark romance à succès. Puis la ronde des salons de fin d'année, de printemps et d'été a repris. Restait un goût de fiel et de cendre. Recommencer à vivre, j'avais fait ça 1000 fois. Cette résilience m'a tuée. Le tsunami de ma vie a généré un Takotsubo, cette pathologie du cœur brisé dont je meurs aujourd'hui. Et soudain, sortant de chez ce cardiologue dépourvu de tact, qui m'avait diagnostiqué cette pathologie cardiaque de vieille femme, je me suis dit que j'allais emmener dans la tombe une farandole de violeurs, d'abuseurs et de menteurs. J'aurais bien commencé par le cardiologue brutal, mais je n'en ai rien fait. Mon père avait été poignardé, il y a une dizaine d'années, par une prostituée ramassée dans un bar à Hôtesse brestois. Il l'avait ramenée dans sa belle villa du Trésir, où il l'avait malmenée, avec ce mépris pour les femmes et les impécunieux qu'il avait affiché ostensiblement toute sa vie. Mais une trentaine de coups de couteau de cuisine avaient mis fin à cette mauvaise habitude, et il s'était vidé de son sang exactement là où ma mère avait rendu son dernier souffle. Mon ex-mari, lui, avait piteusement succombé à une surdose de Viagra alors qu'il abusait d'une nouvelle étudiante, sans aucun doute victime d'un chantage à la bonne appréciation d'un mémoire ou à l'attribution d'un poste dans ses équipes. Des faveurs contre une faveur. On en était donc encore là, au premier quart du XXIe siècle. Pour ces deux-là, une forme de justice immanente était passée. Restaient tous les autres. Naïg et moi, nous nous étions trouvés intuitivement. Et si Lélig l'avait aidée à briser ses chaînes, c'est vers moi qu'elle s'était tournée pour étancher la haine qui la rongeait. Lélig ne l'aurait pas compris. Il n'avait pas fallu longtemps pour qu'à partir d'éléments du quotidien, je propose à Naïg un dessin très simple pour exploiter les failles du bourreau. Il était allergique à l'aspirine. Qu'à cela ne tienne, cette complicité nous lie à jamais. J'avais aidé Naïg, elle m'a rendu l'appareil la semaine dernière. Je n'ai pas le don d'ubiquité, et son aide, pleine d'enthousiasme, a été précieuse. Nous avons formé une équipe redoutablement efficace. Injecter une belle dose d'aspirine dans la bouteille d'eau de Geneviève, saboter le presse-étoupe du voilier d'Édouard, pousser vigoureusement Ludo de la cale sur la grève, renverser Guillaume avec un vieux duster acheté d'occasion, allumer la bougie à proximité de la bouteille de gaz chez Joël. La dynamique impulsée a fait le reste, très naturellement. Yvon a confié ses remords à une corde. Quant aux deux derniers, Étienne et Bertrand, ils se sont entretués sans avoir rien compris. La belle affaire. Les tasses et les poèmes ont apporté une petite touche féminine au carnage et remis chaque fois une pièce dans la machine médiatique. De tout cela, qu'est-ce que les ligues a compris? Je me gare devant la maison, je sors de la voiture, j'entre chez moi, où il n'y a rien, ni personne. Je m'écroule sur les dalles de schiste, les mains crispées sur mon cœur brisé, et je me dis, avant de quitter ce monde, les femmes ne sont-elles pas des humains quintessentiels?